Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau sujet. Encore aujourd'hui, on va enquêter un peu sur une affaire criminelle qui est encore irrésolue depuis plus de 100 ans. C'est sûrement un sujet que vous connaissez déjà, ça a déjà été abordé plusieurs fois par plusieurs YouTubers. Puis souvent, j'essaie de pas trop parler de sujets qui sont connus parce qu'à un moment donné, ça devient redondant. Mais c'est une affaire qui, encore aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai ma chaîne, même encore après 4 ans, ça me trouble, ça me titille et j'avais vraiment envie d'en parler. Donc aujourd'hui, on va parler des meurtres de la ferme d'Interkeyfek, qui est encore irrésolue aujourd'hui. Alors sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans le crime d'aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui en 1922 en Allemagne, soit le 4 avril. On est dans une ferme bavaroise pas trop loin de Munich. C'est pas à la ville, mais c'est pas très loin. Assez pour que les villageois se rendent compte qu'ils n'ont plus de nouvelles depuis plusieurs jours de la famille Gruber. En effet, la jeune Cassilia de 7 ans n'a pas été vue à l'école de la semaine. On est déjà mercredi. On se rend compte également que Andreas, 63 ans, n'a pas été vu depuis plusieurs jours au village. Normalement, il y vend sa marchandise. Elle, Victoria, âgée de 35 ans, qui est la mère de Cassilia et de Joseph, 2 ans, n'a pas été vue non plus à la chorale de l'église et la famille au grand complet de Gruber n'a pas été vue à la messe du dimanche. C'était pourtant des gens qui ne manquaient jamais aucune messe. On les voyait au village, on les voyait aller et venir. Andreas vendait sa marchandise de sa ferme. Victoria, elle était très présente dans le village. Elle chantait à la chorale, elle était aimée et appréciée de beaucoup de personnes. Cassilia, 7 ans, allait à l'école. Et là, soudainement, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas de nouvelles. Le 4 avril 1922, que les voisins des Gruber vont décider de se rendre à la ferme. En effet, le facteur avait annoncé, donc avait parlé au village que ça faisait déjà plusieurs jours que les Gruber n'avaient pas pris leur courrier. Donc, il y a 3 hommes qui vont se rendre à la ferme. On a tout d'abord Lorenz Schlittenbauer, on a Michael Paul et on a Jacob Siegel qui vont se rendre à la ferme des Gruber. Et là, les 3 hommes vont regarder à la ferme et la ferme, elle est très calme, elle est très silencieuse, malgré les animaux qui font du bruit. Ils vont donc frapper à la porte de la maison, mais aucune réponse. Ils vont donc décider d'entrer dans la ferme et ils vont entrer dans la grange. Et c'est là qu'ils vont faire la macabre découverte. En effet, dans la grange, ils vont découvrir les corps sans vie d'Andreas, 63 ans, de Cassilia, sa femme, de Victoria, leur fille, et de Cassilia, 7 ans, la fille de Victoria. Ils sont tous empilés un par-dessus l'autre, enfouis dans le tas de foin. Là, Lorenz Schlittenbauer, qui est donc le voisin, va comprendre qu'il manque le petit Joseph de 2 ans. Il va courir vers la maison, il va entrer dans la maison. C'est à ce moment-là qu'il va faire la deuxième découverte macabre. Donc, il va découvrir le corps de Joseph, 2 ans, dans son berceau, qui est décédé. Il va également découvrir la femme de chambre qui est couchée dans son lit, qui est décédée elle aussi. Les policiers vont donc arriver sur place et une enquête qui va durer très très longtemps va commencer. Donc le médecin de la cour, Johann Baptist Oehmüller, qui va procéder aux autopsies des corps. Donc il va constater que l'arme du crime la plus probable était une pioche. On dit probable parce qu'on ne l'a pas retrouvée immédiatement, elle va être retrouvée beaucoup plus tard. On sait que la mère, donc Cassilia, avait 8 trous sur le côté droit du crâne. Victoria avait 9 trous sur le côté droit du crâne. Elle portait également des marques de strangulation sur le cou. C'est elle qui avait le plus de blessures. La jeune Cassilia de 7 ans portait un trou de pioche sur le côté droit du visage. Elle avait la mâchoire brisée et la mâchoire aurait été brisée par un anneau de fer. Et elle a été retrouvée plus tard dans le foin. Ce qui a vraiment tué la petite fille de 7 ans, c'est qu'elle a été égorgée par un canif. Quand elle a été retrouvée sur la scène de crime, la petite Cassilia avait des touffes de cheveux dans les mains et elle était à moitié nue. Donc, on a
Donc, les enquêteurs ont commencé à avoir peut-être des pistes ou encore des théories. La jeune Casilia aurait peut-être été victime d'attouchement ou encore d'agression sexuelle. Et pour ce qui est des touffes de cheveux, on sait que chez les enfants, ça va arriver fréquemment lorsque ils sont victimes de crimes ou encore lorsqu'ils sont témoins de crimes. Le stress peut faire en sorte que, sans s'en rendre compte, ils vont s'arracher les cheveux. On sait que le couteau qui a été retrouvé ainsi que la pioche qui a servi à assassiner les membres de la famille a été retrouvé dans le foin un peu plus tard, mais les deux armes appartenaient à Andreas. Donc à partir de là, on peut se dire d'accord, le tueur est entré sur la ferme. Est-ce qu'il est entré avec l'intention de tuer ou est-ce qu'il est entré avec l'intention de d'autres choses et que ça s'est mal terminé parce que les armes du crime appartenaient à la famille Gruber. Donc, il n'est pas entré avec les armes, il est arrivé et il a pris les armes qui étaient déjà sur place. Andreas était la personne qui avait le moins de blessures. Il n'en portait en fait qu'une seule. Il a été égorgé avec la pointe de la pioche qui lui a sectionné l'artère carotide, ce qui a causé une hémorragie et il est mort en très peu de temps. Maria Baumgartner, donc qui est la femme de chambre, avait également des blessures au côté droit du visage et elle avait un trou au-dessus de son crâne. On sait que Joseph, 2 ans, était mort d'un seul coup de pioche côté droit de son visage. Après les analyses du médecin légiste qui ont été quand même révélatrices, les corps ont été décapités et les têtes ont été envoyées à Munich pour des analyses plus poussées. Et j'ai lu dans les recherches que les têtes ont été perdues en cours de chemin et on les a jamais retrouvées. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on peut dire sur le meurtre des Gruber, mais également sur la scène de crime? Donc, tout d'abord, on sait que les armes provenaient de la famille des Gruber, comme j'ai dit. Alors, ça voudrait dire que, sans doute, que le tueur n'est pas allé pour tuer et que ça s'est seulement mal terminé. On pense qu'il ne partait pas avec cette intention-là et que malheureusement, peut-être sous le coup impulsif, sous le coup de la colère, il a décidé d'assassiner la famille. Il y avait des traces de strangulation sur le corps de Victoria et c'est elle qui possédait le plus de blessures. Donc, elle avait 9 trous de pioche sur le côté droit du visage. C'est elle qui a eu le plus de blessures. Donc, on pense que ça serait lié directement avec Victoria. Et donc, l'agresseur se serait vraiment acharné sur elle. De plus, elle a été étranglée et on sait que la strangulation, c'est souvent quelque chose qui va être fait lors d'un crime par l'agresseur à la victime lorsque l'agresseur connaît la victime et que la victime connaît l'agresseur. Il y a une seule blessure qui a été faite sur Andreas, donc l'artère carotide, elle a été sectionnée immédiatement. Ça démontre vraiment une très grande rage. Pourquoi? On va le voir au fur et à mesure de l'enquête. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce qui a brisé la mâchoire de Casilia, 7 ans, donc la petite fille, c'est un anneau de fer. Pourquoi utiliser un anneau de fer lors d'un meurtre? Est-ce que c'était pour la torturer et ça s'est mal terminé? C'est quand même une question à laquelle, 102 ans plus tard, on ne peut toujours pas répondre. Moi, ce que je me demande, c'est était-ce vraiment des meurtres prémédités ou seulement un plan B au cas où que le plan A ne fonctionne pas comme l'agresseur ou les agresseurs voulaient. Au départ, les enquêteurs pensaient tout simplement à un cambriolage qui a mal tourné, mais ils ont vite abandonné cette théorie parce que lorsqu'ils ont fait les fouilles dans la maison, ils ont découvert une très grande somme. On sait que la famille Gruber avait de l'argent. Et encore une fois, cet argent-là n'a pas été volé. Et là, lors de l'enquête, on va découvrir beaucoup de choses sur les jours et les semaines précédant le meurtre des Gruber. Donc, on sait que Andreas s'était plaint aux villageois ou encore à ses voisins qu'à un moment donné, il avait trouvé des pas dans la neige fraîchement tombée qui menaient de la forêt à la grange, mais qui ne repartaient pas vers la forêt. Donc, il avait trouvé ça très bizarre. Il a fouillé la grange, mais il n'a jamais rien trouvé. On sait également que Andreas ainsi que la famille entendaient des bruits la nuit dans le grenier de la maison, mais lorsqu'ils fouillaient la maison, qu'ils regardaient, ils ne voyaient rien. À un moment, Andreas a trouvé un journal à laquelle il n'était pas abonné sur le perron de sa maison et à un moment, il a même perdu les clés de sa maison. Il les avait posées au même endroit où il les posait chaque fois et à un moment, il les a perdues et il ne les a jamais retrouvées.
6 mois avant les meurtres, il y avait une femme de ménage qui travaillait dans la maison des Gruber et soudainement, du jour au lendemain, elle a fait ses valises et elle est partie. L'excuse qu'elle a trouvée, c'est que elle pensait que la maison était hantée parce qu'elle entendait des bruits la nuit. Elle entendait des bruits de pas qui provenaient du grenier. Elle sentait une présence et quand elle travaillait, elle sentait que quelqu'un l'observait. Et elle avait tellement peur qu'à un moment, elle a juste décidé de partir et elle n'a pas été revue par la suite. C'est vraiment troublant, là, ça me donne des frissons. Les enquêteurs, après avoir entendu ça, vont aller au grenier pour voir qu'est-ce qui se passe. Et en effet, ils vont découvrir plusieurs indices qui prouvaient qu'il y a quelqu'un pendant les semaines avant les meurtres qui aurait habité dans le grenier. Ils vont découvrir dans le grenier qu'il y a des tuiles qui ont été enlevées pour que la personne puisse observer ce qui se passe en bas. Il y a un genre de trou, un genre de creux dans la motte de foin qui a été fait comme si quelqu'un dormait là. Il y a également des matières fécales qui ont été retrouvées dans un coin du grenier. Donc, c'est des matières fécales humaines. Et il y a également de la viande séchée qui a été retrouvée en assez bonne quantité, là, comme si c'était des provisions pour que la personne qui habite dans le grenier puisse vivre pendant plusieurs jours. Mais là, on veut savoir à quel moment la famille a été assassinée. Et pour ça, il faut remonter la bobine du film. C'est mardi, le 4 avril 1922 à 15h30. Lorenz Schlittenbauer, qui n'a pas entendu parler de la famille depuis un bon moment, va envoyer son fils de 16 ans, Johan, et son beau-fils, Joseph, de 9 ans, à la ferme des Gruber pour voir si tout va bien. Donc, les deux garçons vont se rendre à la ferme, ils vont frapper à la porte, frapper dans la fenêtre, mais aucune réponse. Donc, les deux enfants vont revenir à la maison. On sait que plus tôt dans la journée, Albert Hoffner va se rendre à la ferme parce qu'il devait réparer sa voiture avec le vieux Andreas. Et là, il frappe à la porte, il n'y a aucune réponse. Donc lui, il se dit, je vais entrer sur la ferme. Il commence à faire ses réparations et le temps passe et il ne trouve toujours pas la famille. Lui, il a été interrogé et durant tout le long des réparations qu'il a fait, il a entendu aucun bruit, mis à part les animaux. Donc, lui, il s'est dit sûrement que la famille était partie et qu'elle allait revenir. Finalement, la famille n'est pas revenue. Et lorsqu'il a fini ses réparations, ben, il est parti tout simplement. Lundi, le 3 avril 1922, le professeur de la jeune Cassilia va se rendre compte que Cassilia n'est pas à l'école et qu'elle n'a aucun mot d'absence, bon, aucun mot qui justifie son absence. Bon, c'est quand même très rare qu'elle ne va pas à l'école, peut-être qu'elle est malade et que Victoria a oublié de laisser un message comme quoi que sa fille n'irait pas à l'école. Dimanche, le 2 avril 1922, c'est là que le facteur va remarquer que le courrier de la veille n'a pas été pris. Bon, est-ce qu'à ce moment-là, à cette époque-là, les facteurs en Allemagne travaillent le dimanche? Je ne sais point. Mais peut-être qu'il passait tout simplement en tant que civil dans la rue. Il a remarqué que le courrier était encore sur le porche. Peut-être, c'est pas mentionné, mais à partir du dimanche, c'est vraiment là que le facteur va se rendre compte que hey, le courrier s'accumule. D'ailleurs, c'est vraiment le dimanche aussi qu'on s'est rendu compte que les Gruber ne sont pas venus à la messe. Au départ, on a pensé que ils étaient peut-être malades, mais plus les jours avançaient, donc lundi, mardi, on n'a pas vu les Gruber, c'est là qu'on s'est vraiment alarmé, mais le dimanche, on s'est pas tant alarmé. Donc, samedi, le 1er avril 1922, on sait que les frères Kirovski, donc Hans et Edward, deux vendeurs de café, vont venir à la ferme des Gruber prendre une commande. Donc, c'était déjà un rendez-vous qui avait été fixé. Ils vont frapper à la porte, frapper dans la fenêtre, regarder autour, mais il n'y a aucune réponse. La seule chose qu'ils vont remarquer, c'est que la porte de la salle des machines était ouverte à ce moment-là. Sans réponse, ils vont repartir tout simplement. On sait que vendredi, le 31 mars 1922, la nouvelle femme de ménage, donc Maria Baumgartner, va arriver à la ferme où elle a été engagée par les Gruber. Elle était accompagnée de sa sœur. Sa sœur va donc arriver avec elle. Ils vont déposer les valises sur le lit. Sa sœur n'aidera pas Maria à défaire ses valises et elle va repartir. On sait également que la police, donc le 4 avril, lorsqu'elle va fouiller la maison, va découvrir la presque totalité des vêtements de Maria encore dans la valise. Donc, ça veut dire qu'ils sont morts le 31 mars 1922 parce que,
ben, normalement, les femmes, quand on arrive dans un endroit, un hôtel, on défait tout de suite nos valises. C'est quelque chose qu'on fait tout le temps, puis on les place, on les plie. Mais là, Maria n'a pas fait ça. Donc, on peut voir qu'elle n'a pas eu le temps de le faire. Pourquoi elle n'a pas eu le temps? Ben, on va constater que c'est sûrement cette journée-là que la famille a été assassinée. Maintenant qu'on a trouvé le quand et le comment, et le qui, évidemment, on va s'attarder un peu au pourquoi. Donc, on va commencer par parler de la famille Gruber. Qu'est-ce qu'on sait de cette famille-là? Parce que lors d'une enquête, c'est toujours très important hein, de revenir en arrière, de voir qu'est-ce qui se serait passé durant les dernières semaines, les derniers mois, les dernières années. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Est-ce que la famille était en bons termes? Est-ce que la famille avait des ennemis? Donc, c'est ce qu'on va découvrir. On sait que la ferme d'Unterkefek a été construite en 1863 et elle appartenait à la famille Gruber. Je pense qu'elle appartenait à cette famille depuis sa construction. On sait que dans la famille, il y avait Andreas Gruber, 63 ans, Casilia Gruber, sa femme, âgée de 72 ans. Il y avait Victoria Gabrielle, leur fille, qui était également veuve. Elle était mère de 2 enfants, donc de Casilia Gabriel, 7 ans, et de Joseph, 2 ans. À noter qu'ici, je n'ai pas dit Joseph Gabriel, et je vais revenir sur ce pourquoi. Il y avait également Maria, donc la femme de chambre. C'est que Victoria a emménagé autour des années 1914-1915 à la ferme des Gruber, donc à la ferme de ses parents, après s'être retrouvée veuve d'un homme, d'un soldat du nom de Karl Gabriel, qui serait mort dans le bombardement de France en 1914. Et ici, veuillez bien constater que Joseph, c'est impossible qu'il soit son fils. Parce qu'en 1922, il avait 2 ans, donc il est né en 1920, mais Karl Gabriel serait mort en 1914. On sait que Andreas avait une sale réputation. C'était un homme qui était décrit comme très violent. C'était un homme qui était décrit comme ayant des comportements très agressifs, là, vraiment extrêmement agressifs envers les voisins, hein, envers les gens tout simplement, là, envers sa femme et envers ses enfants aussi. On sait que lorsque Andreas devenait impulsif, bon, c'est souvent lorsque quelque chose le contrariait, eh bien, il devenait très violent. Ça me fait un peu penser à Shrek, là. Il prenait une faux, une fourche, genre, puis il lançait ça à ses voisins, là. Des fois, ça y arrivait de prendre son fusil puis de tirer en l'air, là, pour faire peur aux voisins, aux gens. Ouais, ça me fait penser à Shrek là, dans le premier. On sait qu'il était connu pour enfermer ses enfants dans le sous-sol froid l'hiver pour les punir. On sait également qu'il était très violent avec sa femme et avec Victoria. Par contre, j'ai découvert quelque chose que j'avais jamais vu auparavant, là. On sait que la famille Gruber ont eu 2 filles, donc Victoria et une autre qui s'appelle Sophie. Sophie, elle est morte alors qu'elle était quand même en bas âge. On note pas l'âge, mais on sait qu'elle est décédée et elle serait décédée suite à des blessures, à une sous-alimentation et à une déshydratation, donc carrément aux violences que son père lui affligeait. En 1915, soit 1 an après la mort de son mari, Victoria et Andreas vont être arrêtés pour inceste. On sait que Andreas va être emprisonné pendant 1 an, je crois, et Victoria pendant 1 mois, ou quelque chose comme ça, 3 mois ou 1 mois. On sait qu'en 1918, il y a une relation qui va s'installer entre Lorenz Schlittenbauer et Victoria. Par contre, Andreas ne donnera jamais son approbation à Lorenz, qui va tout faire pour l'éloigner là, de sa fille. En même temps, s'il a une relation incestueuse avec sa fille, sans doute qu'il ne veut pas avoir de rivaux. Dans les recherches, ça dit inceste, mais c'est assez vague là, comme terme. Et je trouve que ce terme-là vient, on dirait, alléger le profil de Victoria. Donc, elle n'est plus une victime si elle fait de l'inceste. Elle devient donc consentante. Par contre, même si Lawrence n'a pas l'approbation d'Andreas, Victoria et Lawrence, selon la rumeur de cette époque, vont continuer de coucher ensemble. Et là, la relation va commencer en 1918. On sait que Joseph est né 2 ans plus tard, soit en 1920.
Par contre, si elle était abusée sexuellement ou si elle faisait de l'inceste avec son père, on ne sait pas qui est le vrai père de Joseph. Lawrence, lorsqu'il va être interrogé, il ne doutera jamais que Joseph était son fils. On va parler maintenant des suspects il y en a qui sont très intéressants. Donc, le premier suspect est en effet Carl Gabriel, puisque son corps n'a jamais été retrouvé, il n'a jamais été enterré, il n'y a pas eu de funérailles. On ne sait pas exactement s'il est réellement mort à la Première Guerre mondiale. Donc, il y a évidemment une théorie selon laquelle Carl Gabriel serait un jour revenu de la Première Guerre mondiale. Et il voulait faire une surprise à Victoria et il aurait constaté que Victoria avait eu un enfant qui était très très petit, très jeune. Il aurait donc constaté que ça peut pas être son enfant puisque il était parti à la guerre. Donc, pour en savoir plus, il se serait caché dans le grenier de la grange. Il aurait observé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, la famille Gruber. Et à un moment, peut-être qu'il aurait voulu parler à Victoria, ça aurait mal tourné. Et c'est là le pourquoi que Victoria a le plus de blessures, c'est qu'il y a une genre de bagarre qui va s'installer et il va assassiner Victoria. Par la suite, il y a Andreas qui entend des bruits. Il y a Casilia qui entend des bruits et il y a l'autre Casilia, la petite fille, qui entend des bruits. Ils vont donc tous arriver dans la grange et c'est là que Carl les aurait tous assassinés. Parce que il faut pas oublier non plus que, selon l'enquête, les membres de la famille auraient été attirés un par un dans la grange. Donc, bon, évidemment, si on entend des cris, on va être porté à y aller. Selon cette théorie, ce serait Carl Gabriel. Pourtant, après la Seconde Guerre mondiale, donc après 1945, il y a des soldats qui vont revenir en Allemagne, là, dans le petit village, et ils vont affirmer que Carl Gabriel est réellement décédé lors de la Première Guerre mondiale. C'est sûr que c'est un suspect vraiment intéressant, ça aurait fait une super bonne histoire, mais c'est peu probable. Le suspect qui a vraiment très très intéressé fortement la police, c'est évidemment l'amant, donc Lawrence Schlittenbauer. Premièrement, il y avait une relation avec Victoria, donc ils couchaient ensemble. Deuxièmement, il n'avait pas l'approbation d'Andreas, donc ça aurait pu être un mobile pour assassiner Andreas. Mais pourquoi il aurait assassiné Victoria? On ne sait pas exactement. La troisième chose, c'est que peut-être qu'en effet Joseph était son fils et qu'il refusait d'affirmer la paternité, donc d'assumer les frais, notamment financiers, de cette paternité-là. Peut-être qu'au départ, il aurait voulu parler avec Victoria, ça aurait mal tourné et il l'aurait assassiné. Par la suite, là, Andreas serait arrivé dans la grange, il l'aurait assassiné. Casilia mère serait arrivée et Casilia fille également, et ça aurait mal fini. Quatrièmement, on sait que Lawrence Schlittenbauer a eu des comportements très très étranges lors de l'enquête, donc après les meurtres, mais également lors de la découverte des cadavres. En effet, les deux autres hommes, donc Michael et Jacob, vont mentionner à la police que lorsqu'ils sont arrivés sur la ferme, la ferme, elle était fermée par une barrière en bois. Ils ont dû défoncer la barrière de bois pour rentrer. Là, ils vont arriver dans la grange, ils vont découvrir les corps. Par la suite, Lawrence va immédiatement courir vers la maison. La maison était barrée à clé. Et il a sorti un trousseau de clés et il a tout simplement ouvert la porte. Donc, pourquoi ils ont défoncé la porte qui était barrée, donc de la ferme, s'il avait déjà les clés? Et de plus, les jours précédant les crimes, Andreas s'était plaint au voisin qui avait perdu ses clés de maison. Mais en même temps, si c'était justement l'amant de Victoria, peut-être qu'elle lui aurait donné les clés, mais en même temps, pourquoi elle lui aurait donné les clés s'il n'y avait pas l'approbation d'Andreas? Il n'aurait jamais pu venir à la maison de toute façon parce qu'Andreas n'aimait pas Lawrence. On sait également que juste après la découverte des corps dans la grange, Lawrence a bougé le corps de Casilia fille, donc celle de 7 ans, ce qui aurait vraiment pu brouiller des pistes peut-être pour mettre justement de l'ADN sur le corps et que par la suite, si de l'ADN était découverte, il aurait dit oui, c'est normal, j'ai bougé j'ai bougé le corps. On sait également qu'au fil des années dans l'enquête, Lawrence Schlittenbauer faisait des commentaires très bizarres. Il faisait des commentaires très bizarres sur les crimes, sur les meurtres, comme s'il connaissait
les détails. C'était assez étrange. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient ça bizarre puis qui ont rapporté ça justement aux policiers. Mais il n'y a aucune preuve que c'est lui. On sait qu'en 1925, un homme du nom de Hans Iblager marchait près de la ferme. Bon, la ferme, elle a été rasée, là, mais il marchait près de l'endroit où la ferme avait été. Et il a vu Lawrence qui était là, debout, devant le terrain vague qui était vide. Et il regardait au loin, il avait l'air pensif. Et là, Hans va s'approcher de lui et il va lui dire « Mais qu'est-ce que tu regardes? » Et là, Lawrence va lui répondre que le meurtrier avait tenté d'enterrer les restes de la famille dans la grange, mais avait échoué car le sol était encore gelé. Bon, il y a deux théories à cette phrase-là, donc à ce que Lawrence a dit. La première, c'est que c'est lui, parce qu'il savait, vu que c'était lui qui avait essayé d'enterrer, mais que le sol était gelé. Ou la deuxième théorie serait que dans son coin, il enquêtait, puisqu'il aimait vraiment Victoria et que Joseph était réellement son fils. Il enquêtait de son côté et c'est en regardant la ferme que là, il pensait et réfléchissait. Donc, les troisièmes suspects, c'est deux frères. Donc, on a Anton et Carl Bichler, qui ont été des suspects assez intéressants aussi durant l'enquête. Bon, là, on sait que Chris Zenz Rieger, je crois que je le dis très mal, mais bon, était la domestique qui avait travaillé chez les Gruber 6 mois après. Elle aussi, elle a été interrogée. Elle est pas disparue comme ça, là, par magie. Elle est juste plus jamais revenue sur la ferme, mais elle a été retrouvée et elle a été interrogée par la police. Et elle va mentionner quelque chose quand même d'assez intéressant, soit que les deux frères avaient déjà travaillé sur la ferme et lui avaient déjà lancé « La famille devrait être morte ». Donc, on sait que les deux hommes, les deux frères, avaient travaillé pour les Gruber, mais qu'ils détestaient Andreas. C'était sûrement seulement un revenu pour eux, là, tout simplement. Et il avait lancé ça. On sait également, grâce à la femme de ménage, qu'en novembre 1920, la famille Gruber, la ferme a été cambriolée par les deux hommes et qu'il y a plusieurs objets qui ont disparu. On sait qu'un cambriolage ne fait pas des cambrioleurs des tueurs, mais en même temps, si on parle comme ça, les deux frères ont cambriolé la maison et ils ont dit que la famille devrait être morte et que par la suite, la famille a été retrouvée morte. C'est quand même un drôle d'addon. Pourtant, lorsque les enquêteurs ont fouillé la maison, l'argent que Andreas gardait était toujours là. Donc, il n'y a rien qui a disparu. Ça m'étonnerait bien gros que ce soit eux. Et on a un quatrième suspect. Attention, c'est Andreas Gruber lui-même. Bon, selon la théorie, Andreas aurait appris que Joseph, âgé de 2 ans, n'était pas son fils. Et il se serait mis dans une colère noire. Il serait devenu impulsif. Et il aurait fait les meurtres le 31 mars. Et ensuite, il aurait continué sa vie dans la maison comme si de rien n'était. Donc, jusqu'au samedi 1er avril. Samedi 1er avril, il y a également un témoin qui serait passé dans la rue et aurait vu de la fumée sortir de la cheminée de la maison. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui faisait fumer la maison. Et c'est pourquoi qu'on mentionne souvent que la personne, après avoir assassiné la famille, a vécu dans la maison. C'est parce qu'il y a un témoin qui a vu de la fumée. Et là, on pense que, Andreas aurait vécu dans la maison, donc il aurait mangé, il aurait nourri les animaux, comme si de rien n'était. Et là, il y aurait Lorenz Stettenbauer qui serait arrivé le samedi pour parler avec Victoria et parler à Andreas, essayer de mettre les points sur les i, les bases sur les t. Et il aurait vu les corps de Casilia, de Joseph et de Victoria, donc morts. Et il aurait couru vers la maison pour voir s'il n'y avait pas d'autres corps. Et il serait tombé nez à nez avec Andreas lui-même, debout, bien vivant, là, en bobette ou en pyjama. Et il y aurait une bagarre qui aurait éclaté. Et sous un coup de tête, Lorenz aurait pris, tout simplement une arme là, qui traînait. Et il y aurait d'un coup très impulsif, avec de la rage et beaucoup de force, avec le bout de la pioche, aurait sectionné l'artère carotide de Andreas. Mais ce qui n'est pas mentionné par contre dans les recherches,
on ne sait pas s'il y avait du sang dans la maison. Donc, premièrement, si cette théorie-là est la bonne, où Lorenz aurait assassiné Andreas. Parce que là, la première théorie, c'est que le tueur a fait emmener chaque personne tour à tour dans la grange. Donc, on suppose que toutes les personnes sont mortes dans la grange. Alors là, dans cette théorie-là, on pense que Lorenz serait tombé nez à nez avec Andreas, mais est-ce qu'il serait tombé nez à nez avec Andreas dans la maison ou dans la grange? Bon, si on dit que c'est dans la grange, ok, ça fonctionne. Il aurait pris la pioche, il l'aurait assassiné, puis il aurait lancé la pioche dans le foin, c'est là qu'elle aurait été retrouvée. Donc, dans cette théorie-là, on aurait deux tueurs. Andreas qui a assassiné sa famille et Lorenz qui a assassiné Andreas parce qu'il a assassiné la femme qu'il aimait et son fils. Donc, est-ce que selon vous, cette théorie-là fonctionne plus que les autres? Selon vous, qui est le réel suspect, le réel tueur dans cette affaire-là? C'est peut-être juste quelqu'un de nowhere aussi. Un passant qui passait dans la ville, quelqu'un qu'on n'a jamais suspecté. Peut-être qu'un jour, on va être capable d'identifier la personne. À ce que j'ai vu dans les recherches, il y aurait une université qui a enquêté sur cette affaire-là et avec les nouvelles analyses, des nouvelles technologies, ADN et preuves, tout, on aurait le nom du tueur, sauf qu'ils ne veulent pas mentionner qui c'était pour préserver justement l'anonymat de ces petits-enfants et arrière-petits-enfants. Je pense que le tueur, ou les tueurs peut-être, c'est quand même assez difficile. Toutes les théories, je les trouve quand même assez bonnes. Bon, c'est sûr que celle de Karl, elle fit plus dans un film. Celle de Lorenz est quand même assez intéressante. Pourquoi? J'ai l'impression que lorsque Lorenz est arrivé sur la ferme, il en savait beaucoup plus que ce qu'il a laissé paraître par Jacob et l'autre, Michael. Pourquoi il se serait dirigé immédiatement dans la grange? C'est quand même assez bizarre. Et est-ce que lorsqu'ils ont découvert les corps de Andreas, Casilia et Victoria, est-ce qu'il a continué de fouiller la grange pour voir s'il n'y aurait pas le corps de la femme de ménage et de Joseph, ou tout de suite il s'est dirigé vers la maison? C'est comme s'il savait d'avance où étaient les victimes. Est-ce qu'il a fouillé toute la maison avant de découvrir que Joseph était dans son berceau et que la femme de ménage était dans sa propre chambre? Je ne sais pas, c'est pas mentionné. Parfois, j'aimerais retourner en arrière et être moi-même témoin de ce genre de comportement-là pour essayer justement de faire des liens. C'est impossible. Aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est des spéculations, des théories et essayer de découvrir par nous, les enquêteurs en herbe que nous sommes. Mais je trouve que la théorie de Lorenz fonctionne. Tu sais, c'est un amant qui n'était pas apprécié du père. Peut-être qu'il essaie de convaincre Victoria et que elle a mis fin à leur relation parce que elle ne voulait plus être le souffre-douleur de son père. Qui sait, peut-être que même à l'âge de 35 ans, elle continuait de se faire violenter par son père, de se faire enfermer. On sait pas, tu sais, c'est dans les recherches, c'est pas mentionné, là. Donc, on peut toujours spéculer. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je sais que c'est une affaire très connue, j'espère quand même vous avoir apporté certains détails qui n'étaient pas mentionnés. Peut-être certaines recherches aussi, certains noms de personnages. N'hésitez pas à m'écrire. Puis, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. J'essaie réellement d'en sortir une à toutes les semaines, là, pour être honnête. Là. J'ai fait beaucoup de recherches, là. J'ai vraiment énormément de sujets. Mais bon, j'espère que vous aimez les vidéos que je fais ces temps-ci. Et sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve dans un prochain sujet, dans une autre vidéo. D'ici ce temps-là, prenez grand soin de vous, de ceux qui vous entourent. Sinon, ciao!